Alors, on va voir comment calculer i factoriel. Pourquoi calculer i factoriel? Parce que déjà, le résultat, on va voir, est assez intéressant. Et aussi parce que ça fait appel à plein de petites notions assez intéressantes, notamment les intégrales infinies, la gamma fonction, donc la fonction gamma, et quelques représentations également de factoriel étendu à R et puis à C grâce aux définitions de Gauss et aux définitions de Weierstrass. Donc on verra d'abord les préliminaires de la fonction gamma avant de voir le calcul de la fonction gamma. On s'appuiera donc sur ce poly, sur ce document que j'ai écrit, et ça nous permettra d'en faire notre support. Donc, tout d'abord, il faut commencer par les petits préliminaires en définissant gamma de z, qui est l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Et le but, ça va être de montrer que justement gamma de z définit les factoriels sur R tout entier d'abord, et ensuite on verra l'extension à C après. Donc cette intégrale, elle existe parce que d'abord, si on pose f de xt qui est égal à notre intégrande, donc t puissance x moins 1 exponentielle moins t, elle est continue par morceaux. En 0+, on a un équivalent assez simple qui est 1 sur t puissance x moins 1. Et quand t tend vers plus l'infini, f de xt, c'est une fonction petit o de 1 sur t carré, puisque la fonction t qui donne t carré f de xt tend vers 0, donc c'est un petit o de 1 sur t carré, et donc ça converge en plus l'infini. Et donc cette intégrande-là, cet équivalent nous montre que en 0 ça converge, et le fait que ce soit un petit o de 1 sur t carré nous montre qu'en plus l'infini ça converge également. Donc en fait on a bien le domaine de définition qui est R plus étoile. R toile, pourquoi? Parce qu'on est en 0+, et c'est bien quand t tend vers 0 et non pas quand t égale à 0, parce qu'on a un problème quand t égale à 0. Donc voilà. Ensuite, gamma définit l'extension des factoriels à R tout entier, parce que en fait, ce qu'il faut prouver, c'est que gamma de x plus 1, ce soit x factoriel. Et ça, on va y arriver assez simplement, en fait, parce que puisque si on fait une intégration par partie, x gamma de x, donc qui est égal à ça, on pose donc u qui est égal à t puissance x moins 1, et on pose v qui est égal à exponentielle moins t. Ça nous donne donc un u qui est t puissance x et un v' qui est égal à moins exponentielle moins t. Cette intégration par partie est totalement légitime, puisque notre crochet tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini, et quand t tend vers 0, ça tend également vers 0. Donc en fait, on a cette fonction-là qui est bien définie, et on a notre crochet qui est bien défini, donc on peut légalement faire notre intégration par partie. Donc voilà, c'est ce que je dis là, le crochet converge, et il est égal à 0. Donc finalement, x gamma de x, c'est égal au crochet moins cette intégrale-là, et cette intégrale-là, c'est simplement gamma de x plus 1. Et ça, c'est assez intéressant parce que, justement, ça nous prouve bien que par récurrence, si on recommence, en prenant x-1, gamma de x-1, on aura gamma de x, etc. Donc par récurrence, on a bien que gamma de z plus 1 est égal à z factoriel. Donc là, on a réussi à trouver, en fait,
une extension de factoriel à R. Maintenant, on va essayer de faire une extension de factoriel à C. Alors, pour faire une extension de factoriel à C, on va devoir utiliser les représentations de Gauss et de Weierstrass de la fonction de gamma. Alors, la définition de Gauss, c'est que pour tout z appartenant à C, gamma de z, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, cette grosse expression-ci. Et Weierstrass, lui, il vient compléter un petit peu ça, notamment en enlevant le terme de limite, et en disant que gamma de z, c'est exponentielle moins gamma de z sur z, fois le produit, ce produit infini, où en fait, gamma, c'est la constante de l'air, hein, comme on l'a défini habituellement, comme ceci. Alors c'est assez surprenant et la démonstration va nous montrer que il y a une relation entre ces deux définitions, mais surtout cette relation de Weierstrass va nous être très utile pour calculer les factoriels. Donc on va écrire gamma non pas comme une intégrale infinie, mais comme une intégrale simplement entre 0 et n, pour pouvoir ensuite faire appliquer une limite sur notre intégrale là. Donc on va poser in qui est égal à, en fait, intégrale entre 0 et n t puissance z moins 1, facteur de 1 moins t sur n puissance n. Et on va travailler sur in dans le but de retrouver notre fonction gamma. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de in, c'est bien la limite quand n tend vers plus l'infini, pardon, de notre grosse intégrale. On peut faire rentrer la limite dedans. Il faudrait justifier un petit peu, mais c'est totalement légitime. Et donc, on a ce terme-là, limite de cette grosse parenthèse, et ça, on reconnaît immédiatement, en fait, un exponentiel moins t en l'occurrence. Et ça nous permet de tomber, en fait, sur intégrale entre 0 et n de t puissance z moins 1 exponentielle moins t. Et ça, c'est gamma de z. Donc, quand in tend vers plus l'infini, on a la fonction gamma, et ça c'est intéressant parce que on peut travailler sur in, pardon, pour chercher à exprimer un produit. Et pour ça, on va faire des intégrations par partie en cascade, en posant un qui est égal à 1 moins t sur n puissance n, et v' qui est égal à t puissance z moins 1. Ça nous donne donc un u' et un v comme ceci. Ça nous donne donc surtout une nouvelle intégrale in qui peut s'exprimer en fonction d'un crochet et en fonction d'une autre intégrale. Le crochet est égal à 0, qui nous permet en fait de l'enlever. Pourquoi le crochet est égal à 0? Parce que en fait, en 0, il y a le t qui fait que ça vaut 0. Et en n, on a n sur n qui vaut 1, donc 1 moins 1, 0, et ça fait que le crochet vaut 0. Il nous reste donc uniquement l'intégrale avec 1 sur z, et on remarque qu'en fait l'intégrale est particulièrement similaire, et donc on va pouvoir recommencer tranquillement. On va pouvoir recommencer tranquillement en faisant quoi? En reposant u de la même manière et en posant v' de la même manière. Ce qui nous donne des u' et des v quasiment identiques, sauf qu'en fait on descend d'un étage pour u et on monte d'un autre étage pour v. Ce qui fait qu'en fait on aboutit à in 1 sur z facteur de tout ça. Encore une fois, notre crochet il est nul, exactement pour les mêmes raisons. En 0, t vaut 0, donc ça vaut 0, et puis en n, 1 moins 1 vaut 0, donc ça vaut 0. Et on a un terme en plus,
n-1 sur n facteur de z plus 1. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. On a une espèce de schéma récurrent qui commence à apparaître. 1 sur z facteur de n-1 sur n facteur de z plus 1. Et dans notre intégrale, on a toujours augmenté encore une fois le rang de t et diminué le rang de notre parenthèse. Et bien on peut recommencer une troisième fois, pardon, en posant u de la même manière, v de la même manière. On aboutit à un u' et un v totalement similaires. Notre u' a encore perdu un rang et notre v a encore gagné un rang. Notre crochet ici est encore nul et on a le même terme, le terme qui nous corrobore bien avec le schéma qui était en train de s'installer. n-2 sur n facteur de z plus 2. Plus toujours notre intégrale là, avec le t qui a gagné un rang et notre parenthèse qui a perdu un rang. Ça nous donne donc in qui est cette grosse intégrale ci, et simplement par récurrence, ou alors simplement en déduisant le pattern, on aurait pu faire une récurrence ici, c'est vrai, ou recommencer jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut en réalité. Mais un pattern est assez rapidement déductible. Et ce pattern-là, c'est 1 sur z fois n-1 nz plus 1, n-2 nz plus 2, etc., jusqu'à 1 sur n facteur de z plus n-1, intégrale de t puissance z plus n-1. Et ça, c'est quoi? C'est nul autre qu'un produit, et ça, c'est nul autre qu'une intégrale qui se calcule. T puissance z plus n-1, ça a une primitive évidente, qui est t puissance z plus n sur z plus n, évaluée entre 0 et n, petite erreur de frappe ici, qui nous donne donc, en fait, en n, on a n puissance z plus n sur z plus n, et en 0, ça vaut 0. Donc on a uniquement ce terme-là. Donc l'intégrale ici vaut ceci. Et ça nous permet donc de dire que gamma de z, qui comme on l'a dit précédemment est la limite quand n tend vers plus l'infini de in, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette grosse expression. Et cette grosse expression, c'est aussi le produit de k égale 1 à n, de k sur z plus k, facteur de n puissance z sur z. Hein, si on remarque bien ici, on a le produit des k divisé par le produit des z plus k. Donc ça nous aboutit bien à ce qu'on veut. Donc là on a montré en fait la définition de Gauss, qui pour rappel était que gamma de z était la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression-ci. On a exactement montré ça ici. Et maintenant, on va essayer de voir, pour montrer la définition de Weierstrass, puisque en fait, on a besoin de la définition de Gauss pour montrer la définition de Weierstrass. Donc il nous reste encore à montrer la définition de Weierstrass, et donc le but, c'est de faire apparaître la constante de l'air dans notre petit exponentiel. Donc en fait, on a, par définition d'une puissance, on a n puissance z, avec la définition d'un exposant, pardon, c'est égal à exponentielle z ln de n. Et là, l'astuce, ça va être simplement de forcer la série harmonique à apparaître en faisant plus hn moins z hn, où hn c'est la série harmonique. Pour rappel, la série harmonique, c'est la somme de n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n. Hein, et cette série diverge, puisque d'après le critère de Riemann, cette série diverge, tout simplement, et on l'appelle Hn. Et il y a d'autres exercices qui permettent de chercher des approximations asymptotiques de Hn. Mais nous, là, on va juste s'intéresser à
la constante de l'air, et pour la faire apparaître, il nous faut du ln de n, il nous faut du hn, on a ce qu'il nous faut. Donc, on y va, on écrit la définition de Gauss, qui est celle-ci. On remplace notre terme n puissance z par le terme qu'on vient de calculer ici, toujours avec le produit, et là, ça fait apparaître la constante de l'air, puisque, pour rappel, la constante de l'air, c'est hn moins ln de n. Et donc là, on a directement la constante de l'air, qui est donc hn, ici ce terme-là, zhn, plus z ln de n, qui est donc moins la constante de l'air, plus un terme qui nous reste, qui ne sera pas tant embêtant que ça, qui est zhn. Donc ça peut sortir de la limite, hein, et d'ailleurs, ça ne doit pas rester dans la limite, c'est juste cette ligne-là intermédiaire, c'est juste une ligne de calcul pour faire apparaître le fait que la constante gamma, la constante gamma de l'air apparaît. Ça sort de la limite, tout comme les termes en z qui n'ont rien à faire dans la limite par ailleurs. Et dans la limite, il reste que les termes dépendants de n, c'est-à-dire notre petite série harmonique hn et le produit. Maintenant, on va essayer de calculer zhn, qui est donc, pour rappel, hn c'est la somme des 1 sur n, ici notre variable muette s'appelle k, donc c'est la somme des 1 sur k, fois z, c'est donc la série des z sur k. Sauf qu'une série dans un exponentiel, d'après la propriété des exponentiels, hein, parce que zhn, c'est donc l'exponentielle zhn, c'est donc exponentielle de la série, et d'après les propriétés de exponentielle, c'est également le produit des exponentielles z sur k. Et donc là, ça commence à arriver, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. On a notre terme avec la constante gamma qui est devant, notre terme multiplicatif, et dans la limite, on a cette fois-ci plus qu'un seul produit, avec un exponentiel z sur k. Et cette limite-là, ben, elle est très facile à calculer en fait, puisqu'il suffit juste de faire tendre le produit vers l'infini, et ça fait donc le produit de k égale 1 à l'infini. Là, pour le passage de la fraction, on a simplement divisé par k en haut et en bas. En divisant par k en haut et en bas, ça fait apparaître le 1, et ça fait apparaître le 1 plus z sur k. Et 1 sur 1 plus z sur k, c'est aussi 1 plus z sur k à la puissance moins 1, d'où l'écriture finale. Et ça, pour rappel, c'est bien la définition que nous a donné Weierstrass, comme ceci. Donc c'était pas très compliqué, juste fallait trouver l'astuce en fait de faire apparaître hn. Maintenant qu'on a fini d'introduire tout ça, il va nous falloir deux petites relations qui concernent la fonction gamma. La première, c'est cette relation gamma de z facteur de gamma de z moins 1, c'est pi sur sinus z pi. Et la deuxième, c'est gamma de 1 moins z, c'est égal à moins z gamma de moins z. Alors, il y en a une qui est plus facile que l'autre à prouver, on va la voir juste après. Donc on commence par calculer gamma de 1 moins z. Gamma de 1 moins z, ben, ça fait juste disparaître le 1 dans la puissance du t. On intègre par partie, toujours en choisissant u égale t puissance moins z, v' est égal à exponentielle moins z. Ça c'est relativement classique, hein, ce qui nous donne un u' comme ceci, voilà, un u' comme ceci, et un v comme ceci. Le crochet convergé est égal à 0. De toute façon, à chaque fois qu'on travaille sur la fonction gamma, c'est généralement ça, hein, le crochet convergé est égal à 0. Et l'intégration par partie, donc legit, et donc légale. On peut donc écrire que gamma de 1 moins z, c'est le crochet qui est nul, et il reste, bah, le moins z, il apparaît ici, hein, donc ça c'est pas un x, c'est un z en réalité. Donc moins z, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de t puissance moins z moins 1, exponentielle moins t. Et ça, c'est quoi? C'est exactement gamma de moins z. Donc, on a bien prouvé la relation ici, qui est que gamma de 1 moins z, c'est égal à moins z gamma de moins z.
Alors, finalement, c'était juste une petite intégration par partie, mais la propriété, la première propriété, celle avec le sinus, ça va être celle qui va nous embêter le plus. On va voir juste après. Donc voilà, on y va pour la major proof, donc la preuve la plus importante. On va donc utiliser la même relation qu'on vient de démontrer en disant que gamma de z, facteur de gamma de 1 moins z, c'est égal à d'abord moins z gamma de z, gamma de moins z, d'après la relation précédente. On utilise les relations, les définitions de Weierstrass. Donc ça c'est la définition de Weierstrass pour gamma de z, et ça c'est la définition de Weierstrass pour gamma de moins z, en mettant juste moins z à la place de z finalement. Et ça fait surtout que les produits se simplifient pour garder uniquement 1 sur z produit de 1 sur 1 moins z carré sur k carré. Pourquoi les produits se simplifient? Parce que ici on a l'exponentielle, cette exponentielle là qui va se simplifier avec cette exponentielle là. On a les z ici qui se simplifient entre eux, donc il reste uniquement finalement un z là. Et les exponentielles ici continuent de se simplifier, il reste juste z sur k plus 1 puissance moins 1 fois moins z sur k plus 1 puissance moins 1. Et ça, c'est une identité remarquable, ce qui nous fait apparaître ça en fait. Donc là, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est qu'en fait, là, on vient de faire apparaître un développement eulérien. Ça, c'est un développement eulérien de sinus, on va voir juste après. En effet, le développement eulérien du sinus, c'est sinus t qui est égal à t, facteur du produit de 1 moins t carré sur k carré pi carré. Donc en évaluant ce développement eulérien en t égale pi z, on a donc sinus pi z qui est égal à pi z, facteur de 1 moins pi z carré sur k carré pi z carré. Et ça simplifie pour aboutir exactement à ça. Donc finalement, parce que là on a les pi qui simplifient, etc. Et il reste en dehors un pi qui se retrouve ici. Donc finalement, gamma de z, facteur de gamma de 1 moins z, ça vaut bien pi sur sinus pi z. Le sinus est en bas parce que ici on a une puissance moins 1 évidemment. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on peut se lancer dans le calcul de i factoriel. C'était des préliminaires assez lourds, mais on va voir qu'on a besoin de tout ça. Surtout de la dernière relation pour calculer i factoriel. Alors, i factoriel, par définition, comme on l'a dit au tout début, si on se rappelle bien, on avait dit que z factoriel c'était gamma de z plus 1. Donc i factoriel c'est gamma de i plus 1. Et gamma de i plus 1 c'est i gamma de i. Et i gamma de i c'est surtout i fois cette grosse intégrale qui définit gamma avec un t puissance i moins 1 exponentielle moins t. Donc en fait, le plus important dans cette expression, ça va être d'évaluer l'expression i fois cette intégrale-là. Alors, si on cherche la valeur absolue de i factoriel, c'est cette valeur-là qui est la plus intéressante, parce que ça va nous donner une valeur exacte, et non pas une valeur approchée. On peut écrire que donc i factoriel en module, c'est le module de gamma de i. Alors ça, il y a un peu de travail là-dedans, mais grossièrement, ça revient à dire que si on met un module là, ça revient à mettre des modules ici, et que les modules ils peuvent rentrer dans l'intégrale, etc. Et que ça fait donc module de gamma de i. Parce que module de i en 3 vaut 1, donc ça fait juste module de gamma de i. Voilà, c'est ce que j'écris ici, parce que module de gamma de i est égal à 1. Mais module de gamma de i, c'est la racine de gamma de i bar. Pour rappel,
le module d'un nombre complexe, c'est la racine. Module de z, c'est racine de z, z bar, où z bar c'est le conjugué. Donc ici, on va essayer d'évaluer le conjugué. Le conjugué de gamma, c'est gamma du conjugué de z. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça revient à dire que grossièrement, le conjugué de l'intégrale, bah, il peut rentrer dans l'intégrande, et avec les propriétés des puissances, etc., ça fait que, alors il y a un peu de travail, mais en gros, ça fait que gamma de z est égal à, conjugué de gamma, pardon, est égal à gamma de z bar. Et ça va nous permettre d'écrire en remplaçant z par i, que donc ce qu'on voulait, c'est-à-dire gamma de i, c'est-à-dire, on rappelle, module de i factoriel, c'est la racine de gamma de i bar. Sauf que i bar, c'est moins i, donc ça, c'est aussi égal à racine de gamma de i, gamma de moins i. On sait de plus, par la relation qu'on a montrée juste avant, que gamma de z, c'était égal à que gamma de z, gamma de 1 moins z, pardon, c'était égal à moins z, gamma de z, gamma de moins z. C'est la relation qui est écrite ici, et c'est surtout égal à pi sur sinus z pi. Donc en fait, gamma de moins z, c'est égal à pi sur moins i, gamma de i, sinus pi. Maintenant, on va essayer d'évaluer ça en z égale i. Et on a un premier résultat. En effet, si on reprend tout depuis le début, gamma de i factoriel, pardon, qui est donc égal à gamma de i, c'est la racine de gamma de i fois gamma de moins i. On l'a dit ici. Gamma de moins i, c'est gamma de moins z évalué en i, c'est pi sur moins i gamma de i sinus pi. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Là, il y a des choses qui se simplifient, notamment les gamma de i. Donc gamma de i, ça se simplifie avec gamma de i au dénominateur. Il nous reste juste pi sur moins i sinus i pi. Et ça, c'est en fait la définition du sinus hyperbolique. Donc c'est égal à la racine de pi sur sinus hyperbolique pi. Et là, on a le résultat qui est très intéressant, parce que c'est un résultat vrai, c'est une valeur vraie, et non pas une valeur approximative. Et je trouve en plus que c'est assez élégant, parce que ça fait apparaître pi. En fait, on l'attend pas forcément, en fait, pi ici. Donc c'est assez élégant. Il y a du i, il y a du pi, il y a du factoriel, il y a de la racine, il y a du sinus, c'est un beau résultat. Mais on peut aussi chercher la valeur complexe, c'est-à-dire la valeur sans module. Et ça, il nous faut donc la définition de Weierstrass, en revenant au fait que i factoriel c'est gamma de i plus 1, c'est environ égal à exponentielle de moins gamma, donc en fait là on remplace juste les z par i plus 1. Et pourquoi on n'a plus le produit? Parce qu'en fait le premier terme du produit c'est le terme prépondérant, c'est le plus important. Et donc c'est celui qui se gardera. Alors celui d'approximation, c'est une approximation, c'est pour ça qu'on aura juste une valeur approximative. Une fois qu'on a ça, en fait, le plus gros effet, il reste juste à simplifier les calculs. On a l'exponentielle en haut qu'on va garder pour l'instant, un plus i en bas, on a du i au dénominateur, ça c'est pas très intéressant. On va surtout regrouper les exponentielles ici, et on regroupe également les i au dénominateur, en notant que cette grosse parenthèse là vaut simplement 1 sur 2 plus i, d'où le fait que le 2 plus i apparaît. On développe le bas, ce qui nous donne juste 1 plus 3i,
Et d'après les propriétés de l'exponentielle, on fait rentrer tout ça dans un seul et même exponentiel. On utilise la technique du conjugué pour faire disparaître le i du dénominateur. Et il vient que donc i factoriel, c'est égal à 1 moins 3i, facteur de exponentiel, facteur de ce gros exponentiel-ci sur 10. Et là, on va pouvoir séparer en une partie réelle en une partie imaginaire, en mettant en facteur exponentiel de 1 moins gamma sur 10. Et donc, il y a le cos 1 moins gamma plus 3 sinus 1 moins gamma en partie réelle. Ça vient d'où? Ça vient du fait que on a le 1 moins 3i en facteur devant et on a un exponentiel i en fait qui est l'exponentiel ici iθ. On peut appeler 1 moins gamma comme étant θ, et pour rappel, exponentiel iθ, c'est cos θ plus i sinus θ. Et donc, en fait, en multipliant tout ça par 1 moins 3i, on aboutit à cette relation-ci, avec d'un côté, ici, la partie réelle, et de l'autre côté, la partie imaginaire, modulo évidemment le facteur multiplicatif devant. Et on peut calculer on peut calculer une valeur numérique en fait, puisque la constante de l'air possède une valeur numérique. Là, on connaît tout. On connaît tout. L'exponentielle de la constante de l'air, c'est calculable numériquement. 10, c'est calculable numériquement évidemment. Cosinus, c'est calculable numériquement. Le sinus aussi. Tout est calculable numériquement. Et ça nous donne une valeur approchée de i factoriel qui est égale à donc environ 0,5 moins 0,15 i. Tout ça pour dire que en fait c'est un joli calcul qui fait appel à plein de notions qui sont pas évidents. On a du produit eulérien, on a de l'intégrale à paramètres, on a de l'intégrale infinie, on a de la fonction gamma, on a de la série harmonique, on a des propriétés des exponentiels, etc., etc. On a du produit, on a de la somme. Donc en fait, ça fait apparaître plein de choses très intéressantes. Voilà.